Bienvenue, communale et municipale du 17 mai prochain au Bénin. Les premières à l'ère du régime du nouveau départ. Aux scènes de transhumance observées ça et là, un fait anodin aura pollué ces derniers jours l'ambiance déjà délétère dans la partie septentrionale du pays. Des propos à l'allure régionaliste tenus par l'ancien ministre Aboubacar Yaya et l'un des leaders politiques du parti FCBE. S'en suivant, vous l'avez constaté, répliques et excuses. Mais visiblement, l'abcès au sujet de la problématique des propos et penchants régionalistes à tout point de vue au Bénin peine à être crevé. Ethno-régionalisme électoral au Bénin, la chape de plomb permanente sur l'unité nationale, le débat c'est tout de suite et maintenant, déjà en notre compagnie, sur ce plateau, Adekpédou Sylvain Akines, acteur politique, fut l'un des anciens députés à avoir fait la fierté du Bénin, cette première législature. On s'en souvient encore comme si c'était hier, malheureusement. Une époque que beaucoup, dit-on, regrettent déjà. Adekpédou Sylvain Akines a accepté de nous accompagner. Bonjour et merci pour la disponibilité. Merci. En face de vous, un autre professeur, Nathaniel Kitty, politiste. Il est enseignant-chercheur à la FADEPS, à l'université d'Abomey-Calavi. Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers amis téléspectateurs. Ils vous répondent à leur façon et merci franchement d'être là. Le régionalisme à la veille des élections, mesdames, messieurs, le sujet revient une fois encore au devant de la scène. Et cette fois, ça n'a pas manqué de réaction non plus. Ça va presque dans tous les sens. J'aimerais plutôt me retourner vers vous, Akines, qui avez vraiment vu un peu de tout. Pourquoi à chaque fois le Bénin semble se faire rattraper par ce sujet-là, le sujet du régionalisme? Je suis un peu étonné que vous soyez étonné. C'est ça. Vous savez que je fais partie d'une organisation qu'on appelle Convergence d'Action pour l'Unité Nationale. Tout à fait. Donc la question du régionalisme est au creux, est le fondement de notre organisation. Mais lorsqu'on parle de ces questions, il faut interroger l'histoire. Tout à fait. Si on n'interroge pas l'histoire, on ne comprend pas les phénomènes. On ne peut pas construire un pays sans tenir compte de son histoire. La manière de tenir compte de l'histoire crée des divergences, des convergences ou alors des divisions inséparables. Il est courant, vous ne savez peut-être pas, que le Bariba se fout du Somba. C'est connu dans le Nord. C'est connu. Je me rappelle bien un ministre de Kérékou qui dit comment ça, pas un ministre, un membre du bureau politique, qui dit au président comment ça, moi, en tout cas, je ne marcherai jamais nu chez moi. Ça a existé à ce niveau-là, dans ce cercle restreint. Par conséquent, on ne peut pas être étonné des fautes. Ce dont on peut s'étonner, c'est qu'on ne prenne pas ça en compte pour gérer notre pays, pour savoir comment gérer le pays, afin de créer une unité nationale. Quand vous dites qu'on ne doit pas s'étonner, mais s'étonner plutôt qu'on ne prenne pas ça en compte, je suis aussi un peu embêté parce que quand ces scènes se produisent, on se rend compte que ça vient plutôt de personnes très avisées. Dans le cas d'espèce, ça vient par exemple d'un enseignant, même si par ailleurs est autorité, donc un éveilleur de conscience. Oui, je n'ai pas voulu développer plus que ça, mais c'est le rapport du citoyen à l'État, que représente l'État pour le citoyen béninois. C'est la question fondamentale qu'on n'a jamais abordée dans le fond. Ah bon? Du fait qu'il ne s'agit pas d'une nation, mais d'une réunion de plusieurs ethnies qu'on a baptisées à un moment donné Dahomey, puis ensuite Bénin. Mais cette action de le faire, vous savez très bien comment la colonie du Dahomey a été créée. C'était d'abord les établissements français qui ont été rattachés et on faisait partie de la colonie du Sénégal. Puis ensuite, en 1893-94, on dit la colonie du Dahomey. Il y a un décret qui décide que c'est la colonie du Dahomey. Mais
la colonie de Dahomey, à un moment donné, devient l'État du Dahomey. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est que l'État, la gestion du pays, est considérée comme la gestion faite par quelqu'un d'autre et non quelqu'un qui a été choisi par le pays. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Pourquoi chez nous on dit amener des projets? Pourquoi dit-on est-ce que tu as des relations à l'extérieur? Pourquoi? Pourquoi par exemple, je vous donne une question simple. Pourquoi un chef d'arrondissement ne peut pas faire une note de service, un truc dans la langue qu'on parle chez lui et en français que la majorité ne comprend pas? Il représente qui en fait compte? Lorsqu'on voit dans le fond des questions, on voit que c'est plus complexe qu'on ne croit. Okay. C'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut sentir qu'on est dans l'État que si on vous parle dans votre langue quand qu'il s'agit de l'État. Mais si on parle d'autre chose que je ne comprends pas ou que je comprends à peine, c'est que je ne suis pas concerné. Donc, une fois encore, la question du rapport des citoyens à l'État. On y revient, cette problématique. Oui, professeur Nathaniel Kiti, quand vous observez le phénomène, mais qui bizarrement ressurgit souvent en période électorale, on s'interroge quand même. Oui, c'est pas nouveau. Comme le professeur Akindes l'a dit, ça date de la création de l'État du Dahomey et de la course au pouvoir. Ça, on le sait. Voilà. Mais pourquoi cette persistance? Persistante parce que, comme il a dit aussi, nous n'avons pas réussi à l'intégrer dans notre mode de fonctionnement de l'État au Bénin. Vous avez plusieurs publications qui ont été faites, aussi bien par les Occidentaux qui ont été les premiers à travailler sur ces questions, que par des chercheurs béninois. Vous venez à l'université, vous allez beaucoup lire sur ça. En ce qui concerne les historiens, les sociologues, moi j'ai fait 2 publications. La première avec le professeur Francis Akines sur les registres langagiers de disqualification anthropologique au Bénin. Et j'ai fait cette publication, c'est en 2014, et la deuxième en 2015, que j'avais intitulé « Appréhendons autrement le phénomène de l'ethno-régionalisme au Bénin ». Les questions qui fâchent, nous les connaissons, et c'est sur l'une de ces questions-là que Aboubakar Yaya a attiré l'attention. Moi, je m'étonne et je me suis étonné du tollé que cela a suscité. Cela ne devrait pas du tout susciter de tollé, étant donné que c'est connu de tous. J'ai enregistré un certain nombre qui sont ces registres langagiers de disqualification qui existent dans notre pays. Maintenant qu'on a glissé progressivement sur le terrain politique quand il s'agit des questions d'élection. Vous savez, l'élection communale, c'est une élection de proximité. Tout le monde est unanime là-dessus. Il y a, dans chaque commune, vous avez des groupes dominants et des groupes minoritaires. Vous avez les autochtones et vous avez les allochtones. Donc chaque groupe dans cette revendication utilise ces registres pour disqualifier l'autre. Ça ne devrait pas du tout fâcher, étant donné que nous connaissons ça dans notre mode de fonctionnement quotidien. Quand on dit, par exemple, dans la région de Porto Novo, on dit Gbetanou. Quand on dit Gbetanou, vous savez ce qu'on appelle Gbetanou dans la région de Porto Novo? Pourquoi on les appelle? Oui, c'est important. Pourquoi on les appelle? Il faut comprendre pourquoi on dit Somba. Est-ce que appeler quelqu'un Soba, c'est l'injurier? Non, c'est pas l'injurier. C'est le désigner par rapport au rite, par rapport à la tradition de son groupe ethnique. Quand on dit Gbetanou dans la région de Porto Novo, on veut désigner quelqu'un par rapport à sa zone géographique, c'est-à-dire celui qui est au-delà de la bourse, celui qui se trouve de l'autre côté de la bourse. Vous avez à Bomé-Calavi un village qu'on appelle Betagbo. Quand on dit quelqu'un est de Betagbo, quand vous suivez, pas qu'on si, vous dites qu'il vaut mieux mener le débat. Mais il faut mener le débat parce que le professeur Akine l'a dit tout à l'heure. La révolution a tenté de tuer ça, mais elle n'a pas réussi. C'est revenu avec le processus démocratique. Quand ces mots reviennent, ces expressions en langage, comme vous dites, quand ça se pose,
Et qu'on demande à ce qu'on présente des excuses. Est-ce que ce n'est pas Non, ce n'est pas justement, non, pour régler le problème? pas du tout. Bon? Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est expliquer ces registres langagiers-là aux populations. Si on explique ça aux populations, elles vont comprendre le contenu. Et ça permettra de faire le débat maintenant en ce qui concerne le glissement vers l'injure. Vous savez, c'est par exemple, vous savez, je vous rappelle encore nos registres, quand on dit quelqu'un est caï-caï, vous entendez ça, non? Oui. Caï-caï. On entend de moins en moins maintenant. Oui, on entend, parce que les générations actuelles n'ont pas connu ça. Mais vous avez des générations qui continuent d'utiliser ça. Quand on dit caï-caï, c'est l'onomatopée qu'utilisent les Peuls quand ils sont au pâturage. Donc, ces Peuls et ceux qui sont proches d'eux, on les désigne par caï-caï parce que celui qui le dit ne sait pas d'où ils viennent, comment il peut désigner leur ethnie. C'est comme ça, il faut comprendre. Mais aujourd'hui, pour certains, quand vous dites il est caï-caï, il va croire que vous êtes en train de l'injurier, alors que, dans le fond, vous ne l'injuriez pas, vous êtes en train de le désigner simplement. Donc, par rapport à cette onomatopée-là. Il faut aller à la nuance entre la désignation et l'injure, et la stigmatisation. Bien sûr, c'est cette nuance qu'il faut faire. Mais si on n'arrive pas à expliquer le contenu aux populations, elles ne vont pas comprendre. En 63, si vous voulez encore, on va revenir dans l'histoire. Le professeur Kakine, c'est cette histoire de Maga à Porto Novo. La grève de 63, les chansons de 63 sont là contre Maga. Mais on l'a désigné parce que cette expression existait dans le quotidien. Mais beaucoup ont cru que c'était une injure. Mais c'est glissé sur le terrain politique pour le disqualifier, pour dire celui-là ne peut pas nous diriger. Ce n'est pas du tout une injure. C'est un terrain sur lequel on se dit que tout est possible pour gagner. Alors que dans la réalité, ce terrain doit être encadré. Donc l'État même refuse d'encadrer l'ethno-régionalisme et laisse libre cours aux populations. Donc, à partir de ce moment-là, on ne doit plus s'offusquer que les populations l'utilisent à tort et à travers. Alors, la responsabilité, la question est, on fait comment pour que l'usage de ces registres langagiers n'emporte finalement l'unité nationale? C'est là la question préoccupante. Oui. Je ne vais pas parler de l'histoire parce que j'ai trop de choses à dire sur l'histoire. Oui. Il faut savoir que ça a daté d'abord du seul parti unique qu'il y avait au début, n'est-ce pas, où pour être élu à Porto Novo, le parti a choisi Aoma Lébé. Parce qu'il habite à Porto Novo, parce que je le connais à Porto Novo, et que les gens qui étaient dans ce parti, c'était seulement des intellectuels, et que pour la majorité, ils n'ont pas ces préoccupations-là, ils ont désigné Aoma Lébé. Et les gens de Porto Novo ont dit non, il n'a qu'à aller chez lui. Ça a créé la scission. L'Union progressive du Damé. Voilà. Donc, il faut voir qu'il y a là l'impact que doit avoir la population locale sur celui qu'on désigne pour la représenter. C'est ça le principe important. Et on est en train de le violer maintenant. Si vous n'avez pas 10% dans la loi électorale pour le communal, là maintenant, si vous n'avez pas 10% au plan national, vous ne pouvez pas être représenté votre région. Ça va créer le régionalisme. C'est clair, ça. C'est clair. Parce que celui que la population choisit comme le représentant, on le refuse parce qu'il ne représente pas l'ensemble du pays. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire concrètement qu'on veut réveiller le régionalisme. Qu'on va réveiller le régionalisme. Qu'on va réveiller les oppositions entre les ethnies. Parce que celui qu'on aura choisi n'est peut-être pas ce que l'ethnie majoritaire veut là. Et ça va éclater. Parce que c'est pour ça qu'il faut, avant de prendre une décision, il faut avoir une analyse extrêmement importante. J'ai posé la question un jour à un sociologue qui faisait partie des gens qui ont fait la Constitution. Je lui ai dit, mais tu es sociologue, dit oui. Quelles sont les caractéristiques des sociétés béninoises dont vous avez tenu compte pour faire la Constitution? Vous parlez de la Constitution de 90 ? 90. C'est ça. Je dis, quelles sont les caractéristiques de la société béninoise qui vous ont inspiré pour faire toutes ces structures-là? Donc les GEM se trouvaient déjà dans la Constitution de 90. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Mieux. Kérékou et le comité central avaient dit qu'il fallait une charte de l'Union nationale. Oui. À la conférence, l'Assemblée générale a dit qu'il faut une charte de l'Union nationale qui doit servir de base pour rédiger la Constitution.
La commission constitutionnelle a adopté ça aussi, qu'il faut faire ça. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de charte de l'Union nationale avant qu'on ne quitte la conférence nationale. Par conséquent, on a fait la Constitution sans tenir compte des débats qu'on a eu ou qu'on a pu avoir sur cette question. Donc, ça vient d'assez loin. C'est ça. D'assez loin. C'est-à-dire que le fait que nous n'avons pas, ou disons nos spécialistes, n'ont pas l'intelligence de dire qu'il faut tenir compte de la société, de l'environnement, pour savoir comment on veut gérer cette société. Et qu'on ne peut pas on ne peut pas chercher ce qui se passe ailleurs pour le plaquer sur une réalité qui est complètement différente. Vous savez très bien. Donc, de ce point de vue, vous n'allez pas aller en Belgique maintenant dire qu'un Flamand va représenter un Wallon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas imaginable. Vous allez pas la Suisse et dire la même chose. Il y a ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent français, pas anglais, allemand, ceux qui parlent français, ceux qui parlent italien. Ah ben, vous allez faire quoi? Même chose en Suisse. Vous êtes obligé de tenir compte de ça. C'est le minimum qu'on peut faire quand on est scientifique. Alors, sinon, le reste, on aiguise les problèmes. On aiguise les problèmes. Alors, est-ce qu'en son temps, puisqu'on prend par exemple ce repère de 90, les intellectuels se sont sabordés des données trop chères aux politiques pour qu'on en soit là ou quoi? Non, c'est pas ça. C'est que, vous voyez, on regarde la question de l'ethno-régionalisme comme une question sensible. Alors que dans la réalité, ce n'est pas une question sensible. C'est une réalité que nous vivons au quotidien. Donc, comment en tenir compte dans l'organisation de l'État? C'est la revendication aujourd'hui. Lorsque Aboubacar Yaya fait ses constats, quand vous analysez, il demande l'équilibre dans la gestion, l'équilibre ethnique dans la gestion de la municipalité de Parakou. C'est la lecture qu'il faut en faire. C'est la lecture qu'il faut en faire. Maintenant, est-ce que dans la réalité de la gestion de la municipalité, de nos municipalités, là, on en tient compte? La réponse est non. Alors que dans les positionnements pour les élections municipales, vous voyez le débat qui se mène. Dans les positionnements pour les élections législatives, vous voyez le débat qui se mène. Donc, on tient compte des différents groupes ethniques de la circonscription électorale pour faire ces positionnements, pour pouvoir gagner. Pourquoi alors, dans la gestion du quotidien, dans l'institution, on n'en tient pas compte? Seul le président Kérékou, de 1996 à 2016, a été très regardant sur l'équilibre ethno-régional dans la gestion de l'administration publique au Bénin. Mais les autres n'en ont pas du tout tenu compte. Yaïboni a fait semblant. Il a fait un peu de semblant. Mais celui-ci, le président Talon, n'en tient pas du tout compte. Il a été clair, déjà en 2016, il a annoncé les couleurs, que lui n'en tiendra pas compte. Alors que c'est une revendication nationale, c'est une revendication des intellectuels, c'est une revendication des cadres. Si vous allez dans l'administration, observez bien, vous rentrez dans un ministère, regardez les plus proches du ministre. Ils viennent d'où? Mais ils viennent de son village, ils viennent de sa commune, ils viennent de sa région, ils parlent la même langue que lui, les plus proches, ou bien ils ont fait l'école ensemble et il leur fait confiance. Regardez même le chef de l'État qui est là. Regardez autour de lui, regardez sa garde rapprochée depuis 90, les gardes rapprochés du chef de l'État. Regardez ce qui se passe là. Vous allez voir la garde républicaine, regardez qui on met dans la garde républicaine. Donc ce sont les réalités de chez nous. Nous vivons avec ça au quotidien, mais nous refusons de mener le débat public de telle manière que quand quelqu'un l'utilise pour disqualifier un groupe, tout le monde monte au créneau et on dit « Ah, ça c'est xénophobe ». Alors que dans la réalité, il fait une revendication. Il faut lire la revendication, le maire de Parakou. Vous regardez, vous allez voir quelle est sa provenance, à quel groupe ethnique il appartient. Il vient de Kouanlé. Maintenant, on vous dira « Oui, il appartient à tel groupe ethnique ». Alors, dans la gestion du quotidien, lui-même devait savoir que pour rechercher l'harmonie dans la cité, il faut redistribuer le pouvoir de telle manière que tous les groupes sociaux, linguistiques de cette commune soient représentés. Tout en n'oubliant pas que celui qui doit être positionné, il doit avoir une qualification professionnelle. Parce que les gens... Cette quête-là, est-ce Il y a un élément qu'elle ne risque pas de plus fragiliser que consolider
Non, ça ne fragilise les pas. questions de développement. Non, ça ne fragilise pas. Ça consolide d'ailleurs. Au contraire, ça consolide. Pourquoi? Parce que les gens vous parlent de compétences. Ils mettent devant la compétence pour pouvoir faire de l'ethno-régionalisme insidieux. Expliquez-vous. Oui, c'est-à-dire qu'ils diront, ah oui, bon, écoutez, pour occuper ce poste, voilà, il faut telle qualification, il faut telle compétence. Donc, dans ce groupe ethnique, nous n'en avons pas trouvé, donc c'est ailleurs que nous en avons trouvé. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune compétence ici que vous allez chercher dans un groupe socio-ethnique du Bénin et que vous n'allez pas trouver. Ça n'existe pas tout. Donc, il faut faire l'effort dans la gestion de la chose publique pour rassembler, pour apaiser cette tension-là. C'est ce qu'il faut faire au quotidien, aussi bien à la base qu'au niveau central et au niveau intermédiaire. Mais, écoutez, la quête de la construction de la nation exige des efforts qu'il faut faire. Le professeur Akindé l'a dit tout à l'heure. On a créé l'État qui est un territoire dans lequel on a réuni plusieurs groupes ethniques. Alors, comment est-ce que vous allez gérer cet État-là sans frustrer un groupe ethnique? Il a donné l'exemple de la Belgique. Allez là-bas, vous allez voir la question, comment c'est traité. Allez en Suisse, vous allez voir comment la question c'est traité. C'est une revendication là, de vieille revendication. Ils ont réglé ça à leur manière. En Belgique, ils ont réglé ça à leur manière. Allez aujourd'hui aux États-Unis. La question des Noirs, c'est considéré comme une question communautaire. Et les USA Donc, le sont débat, en train de régler ça à leur manière. Il va falloir le mener, mais alors le mener à fond. Et vous parliez du rapport État-citoyen. Un rapport, Oui, selon vous, que un peu nous, biaisé aujourd'hui. Depuis toujours, on a pensé que le pouvoir, c'est pour les gens qui ont été à l'école française. Point. Pas à l'école arabe. Même pas à l'école anglaise. Non, c'est ça. Par conséquent, c'est une catégorie de personnes qu'on veut choisir. Mais parce que... Pas pour que le peuple adhère. Non, le peuple adhère parce qu'il peut amener quelque chose. C'est ça. Vous savez qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais jeune quand même, mais ce n'est pas les partis qui donnent l'argent, hein, c'est les populations qui donnent l'argent aux partis. Ouais. Quand les gens viennent, vous dites? ce n'est pas les partis qui distribuent l'argent, hein. C'est les populations qui se cotisent pour les partis, pour recevoir ceux qui arrivent. Il y a eu ça dans ce Bénin. Oui, oui. Et c'est comme ça que ça se faisait. C'était l'histoire. Alors, maintenant, nous sommes complètement dans le contraire. Parce qu'à ce moment-là, c'est les fils du terroir qui sont venus pour régler les problèmes qu'ils ont. Quels sont les problèmes? Les problèmes de justice. On a pris la terre, on a fait ceci, ils les défendent, c'est parfait. À celui-ci, on l'a frappé jusqu'à mort parce qu'il a un impôt, ils interviennent. Aujourd'hui, il faut quoi? Rien. Donc, il y a... Donc, progressivement, on a accaparé le pouvoir en venant donner des leçons Aux autres. ou des subsides. Conséquence, vous avez parlé de Yaya. L'affaire de quotas, c'est sur qui ça a été développé? Ouais. Mathieu Crépeau. Les quotas? Non, c'est sur le régime pour la fonction publique, officiellement pour les examens. Ce n'est pas Yaya. Ce n'est pas une hérésie. Voyez-vous, ce n'est pas une hérésie. C'est une conception de l'État. C'est une demande à ce que l'État qui appartient à toutes les ethnies, qu'on puisse les voir toutes en action et non une partie. Une partie du territoire. C'est ça le sentiment profond. Mais alors, quand c'est le sentiment profond, il faut le mettre sur la table et en discuter. Et en discuter. Et chez moi, je vous ai dit que nous sommes à Conab dans cela. Quand on pose ce En problème... face, on a dit, nous avons fait la politique, mais nous avons oublié de construire l'unité nationale. C'est-à-dire de réfléchir sur les dispositions de compromis nécessaires pour gérer un groupe à diverses composantes. Est-ce qu'on peut gérer un groupe à diverses composantes sans demander des compromis? La réponse, Ça c'est quoi? demande un accord. La réponse, c'est quoi? C'est du connu de tout le monde. C'est cela. C'est du connu de tout le monde. Et quelle est, honnêtement, la seule chose que moi je retiens de
positive à la conférence nationale, c'est que tout le monde est venu dire ce qu'il pense et on a tiré une conclusion. Ouais. C'est tout ce qu'il y a d'essentiel. Et qui ne fait pas ça là, il a déjà foutu la conférence nationale dehors. C'est la chose essentielle. Ce qui en sort, c'est le compromis temporel. 20 ans après, c'est d'autres compromis qu'il faut faire. Donc, là, lorsqu'on parle des acquis de la conférence, pour moi, c'est ça l'essentiel. La démarche de concertation, de consultation à des moments donnés pour définir les objectifs ensemble et choisir qui va faire en fait. Voilà ce que je considère. Alors, important. autour de cette question de régionalisme qui revient malheureusement de façon lancinante et qui parfois laisse des séquelles qu'on n'aurait jamais souhaitées, Nathalie Kiti jonce désormais pour les Béninois de s'asseoir et de crever une fois pour toutes l'abcès. Oui, c'est très important. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se leurrer du tout. Il faut s'asseoir, discuter, obtenir un compromis. Est-ce qu'on ne perdra pas de temps face au défi de développement? Pas du tout. Écoutez, c'est quoi le développement? Écoutez, oui, c'est aussi la question, oui. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, oui. Monsieur le journaliste, vous voyez, je suis ici pour vous dire la vérité. Tout à fait. Autrement, vous ne serez Vous pas là. savez que je la dis toujours quand je viens ici. Ah oui. Lorsque vous écoutez les populations, chaque fois que vous avez un président qui est resté au pouvoir pendant longtemps, vous avez le désir d'alternance. C'est-à-dire, elle veut voir autre chose, elle veut voir quelqu'un d'autre diriger. Et lorsque ce président, pour partir, va piocher dans son groupe ethnique, on dit « Ah, il n'a trouvé personne d'autre que celui-là qui appartient au même groupe que... » C'est ça la réaction, c'est ça le Bénin. Comment en tenir compte dans la gestion de notre pays? J'attire votre attention sur une situation qui s'est produite en France avec Ségolène Royal. On l'a déplacée de sa circonscription électorale pour la positionner dans une autre circonscription électorale. Elle a perdu. Il y a eu un tollé, on a dit non, on ne va pas voter pour elle là-bas. C'est une réalité de chaque pays. Il faut nécessairement en tenir compte. Parce que j'ai attiré votre attention tout à l'heure sur la tradition dans le cadre de la composition des listes de candidature pour certaines élections. Donc, s'il y a cette tradition dans le cadre de la composition des listes de candidature pour certaines élections, pourquoi pas dans la gestion au quotidien de l'administration, on n'en tient pas compte. Il faut nécessairement en tenir compte. Il faut faire le débat. Parce que lorsque vous prenez ma publication intitulée « Appréhender autrement le phénomène de l'ethno-régionalisme », c'est la conclusion que j'ai tirée. C'est-à-dire il faut avoir le courage, à un moment donné, de dire cette question-là, nous devons faire le débat, trouver un compromis pour la gestion de la cité, ou bien on se tait sur ça, mais lorsque quelqu'un vient, il est obligé d'en tenir compte pour apaiser. Oui, Akines Adepidjou, sur la question, beaucoup se demandent si certains pensent comme vous qu'il faut vraiment en débattre, mais face aux urgences, 30 ans après, où tout, ou presque semble manquer aux Béninois, est-ce qu'il faut s'arrêter encore, s'asseoir, discuter, dire on fait désormais comment autour de cette question-là? Continuez pas à distribuer les cartes en tenant compte des ethnies, des régions et autres. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas commencé par ça qu'on en est là? Il faut se poser cette question aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est qu'on n'a pas pris le bon bout qu'on en est là? Si vous ne faites pas cette analyse, il faut toujours faire le pour et le contre d'une chose pour voir la réponse. Et je vais vous demander une question. Pourquoi il y a les Glekwekwe, maintenant c'est Djegbadjikwe? Pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi les politiques s'attachent à ça? Elles sont dedans à plein. Pourquoi? Et vous dites, c'est parce que c'est la situation, on veut discréditer un parti politique, on a monté ça en épingle. C'est clair. Monsieur, c'est clair. Vous n'avez pas vu ça, vous? C'est clair. Une question sérieuse. On a fait un truc pour cacher d'autres choses. Donc je dis honnêtement, ayons la tête froide. C'est parce que Yaya dit là qu'il va enflammer le Bénin. Parce que tout le temps là, vous allez là-bas là. Moi je suis Dalada là. Moi je suis Yoruba Dalada. On dit toi tu es étranger, non? On dit, nous c'est Aïzor. En plus, les Aïzor de tel côté du rail sont comme les Aïzor de l'autre côté du rail. Il y a tout ça dans toute politique.
Quand tu es dans la société, c'est ça que tu vois. Ça n'a jamais cassé quoi que ce soit. Je vous donne 2 exemples pour vous expliquer ce que je dis. Moi, j'ai un ami qui est de Dassa. Je vais le voir. Lui, il est marié. Et puis, je vais au marché avec sa maman. Et la maman est là. Elle vend. Une acheteuse vient. Elle parle d'achat. Et la maman répond en mari. Et pendant une demi-heure, ça s'est passé comme ça. Chacun s'est séparé. Il n'y a pas eu de problème. Chacun connaît l'autre, l'admet et estime qu'il doit montrer au juge aussi qu'il existe. Ça ne pose aucun problème. C'est la première chose. La deuxième exemple, c'est personnel. Un jour, j'étais en conseil des ministres, parce qu'il m'a été donné d'être ministre. Tout à fait. Et Kélékou dit, oui, vous tous là, vous mettez les gens de votre région dans vos cabinets. Et monsieur le ministre, monsieur le président, non. On dit notre cabinet, il est de là. Celui-ci, il est de là. Vous voyez, tout le Bénin est représenté. À l'époque, dans votre cabinet. Dans mon cabinet. Mes directeurs, mes conseillers, tout ça a étudié en conséquence. Ça n'a pas empêché de travailler. Je vous donne un exemple précis. Encore plus précis. Je dois désigner un représentant de mon ministère à Porto-Novo auprès de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, pour que la personne habite Porto-Novo. Deuxième chose, il faut que la personne connaisse les 2 parties du Bénin, le nord comme le sud. J'ai trouvé quelqu'un, il est resté plus de 15 ans. Ami Touré. Ah, tout simplement. Je dis, voilà ce monsieur. Il a fait avec Soglo, avec le parti de UDFP, je crois. Ouais. Il est du Nord. La grande majorité de Kélékou est du Nord. C'est tout. On n'en parle plus. Vous tenez compte de la situation que vous avez pour avancer. Donc, il pouvait parler avec les gens de Soglo comme les gens de Kélékou. Sans aucun problème. Et les amitiés, les contacts permettaient d'avoir la synthèse, puisque ce qu'on veut gérer, c'est quelque chose d'hétérogène. Ouais. Et si je ne tenais pas compte de l'hétérogénéité du Parlement, je ne peux rien faire. Voilà la question. Il ne s'agit pas de dire la majorité et la minorité, parce que c'est une représentation nationale. Il ne faut pas qu'une minorité se sente brimée, alors qu'elle représente des gens. C'est ça la question. Donc, moi, question ethnique, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et faire ce que les gens disent là, mettre dans la journée, des choses comme ça là, bon, c'est du folklore. Tout le monde est conscient que c'est du folklore. Chacun d'eux fait la même chose. Tout le monde sait que c'est du folklore. Et on met ça. Et puis, on se fatigue. Le Béninois va-t-il, une fois pour toutes, sur cette question? Je vais finir en disant... Oui. Il y a un chercheur congolais qui a écrit un livre, Le retour des ethnies en politique. Où il a démontré... C'est pas le Bénin, c'est l'Afrique centrale. Oui. Dans chacun des 3 pays-là, comment les choses se passent. Et il en arrive à dire, c'est le retour des ethnies. Et que c'est par ce retour-là qu'on peut résoudre le problème des ethnies, c'est-à-dire le problème des pays qui sont dans le temps. Ouais. Et puis j'ai trouvé vraiment une réflexion beaucoup plus scientifique que les choses superficielles. Oui, dans la documentation aussi, il y en a abondamment sur le Bénin depuis, même avant les années 60. On salue au passage la mémoire de Horace Humain qui a beaucoup écrit dans ce sens. Oui, aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut se dire que l'unité nationale est pourtant fragile? Non, l'unité nationale n'est pas du tout fragile. Mais le problème qui se pose, c'est penser construire l'unité nationale sans tenir compte des groupes socio-ethniques. C'est là le problème qui se pose. C'est-à-dire, lorsque vous pensez un instant que vous allez construire l'unité nationale en mettant l'accent sur la compétence et réunir dans un cabinet rien que ceux qui viennent d'une même région ou d'un même groupe ethnique, vous l'aurez. Vous ne pouvez jamais réussir à construire cette unité nationale. C'est lorsque vous allez réussir à aller chercher cette compétence-là dans toutes les régions du Bénin, dans tous les groupes ethniques du Bénin, et que vous faites entourer d'eux, qu'on aura l'impression que vous êtes en train de construire l'unité nationale. Donc, c'est à cela maintenant qu'il faut convier les Béninois et surtout les dirigeants. Parce que
On ne peut pas diriger un pays sans comprendre l'histoire du pays. On ne peut pas diriger un pays sans comprendre les problèmes fondamentaux qui se posent dans le pays. On ne peut pas diriger le pays sans avoir une idée des réponses qu'il faut apporter à ces problèmes-là. Et l'une des réponses qu'il faut apporter à ces registres langagiers, c'est faire en sorte que dans la gestion de l'administration, à tous les niveaux, on intègre cette réalité de notre pays. Si le maire de Parakou avait trouvé un SG originaire de Parakou, Bouyaya ne dirait pas ça. Il ne dirait pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'il voit que le maire vient d'une région et le région aussi, personnalité centrale de l'administration vient d'une autre région, qu'il a l'impression que son groupe ethnique est marginalisé. Comment faire en sorte alors que dans la gestion de ces cités-là, parce que Parakou, vous savez, hein, c'est une cité où vous avez plusieurs groupes ethniques. Donc voilà, comment faire en sorte que dans la gestion de ces cités-là, le maire intègre cette réalité. Le système partisan, la réforme qu'on a connue aujourd'hui, est-ce que quelque part, où l'appel est au rassemblement de tous pour avoir de grosses formations politiques, est-ce que le problème quelque part n'est pas réglé? Non, pas du tout. C'est pas du tout réglé. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Ce qui permet de lier la force d'un parti, ce sont les élections. Donc, lorsque vous avez un parti dans lequel vous avez des leaders de toutes les régions, les grands leaders de toutes les régions du Bénin, il n'est pas exclu que aux élections, vous ayez l'impression que ce parti politique embrave tout le territoire national. Mais lorsque vous le faites en ne tenant pas compte de cette réalité-là, vous vous leurrez. C'est pourquoi cette réforme du système partisan est fortement critiquée. Ce qui donne l'impression aujourd'hui que ces deux partis du chef de l'État ont une représentation nationale ou bien une envergure nationale, c'est ce qu'on a appelé la transhumance. Parce que il est au pouvoir, il redistribue le pouvoir, les gens ont besoin de ce pouvoir-là pour vivre, ils y vont. Mais quand il partira, ces deux partis vont encore disparaître et vous allez voir que celui qui va revenir au pouvoir ou bien venir au pouvoir, son parti politique va encore remonter en cours de popularité. Donc c'est une réalité de notre pays. C'est de ça il faut tenir compte. Faire en sorte que on allège la procédure de création du parti politique. Si vous allez dans certains pays, vous avez des partis d'envergure d'un quartier. Vous avez des partis d'envergure d'une commune, d'un département. Ça n'a jamais gêné personne parce qu'il sait qu'il est fort dans son quartier. Quand il s'agit de l'élection des conseillers de quartier, c'est son parti qui va gagner. Mais quand il s'agit de l'élection des conseillers au niveau de l'arrondissement et de la commune, il n'est pas là, c'est un autre parti qui va gagner. Quand il s'agit de l'élection des députés dans la circonscription électorale, il peut former la coalition. Parce que la coalition permet aux partis minoritaires de participer à la gestion de la chose publique. Alors que les grands partis écrasent les petits et qui font des revendications à la base. Et ce sont ces revendications-là qui sont source de frustration. Ce sont ces revendications à la base parce que vous l'empêchez d'exister, il est frustré, il va s'exprimer autrement. Alors, professeur Kines, à croire que le Bénin, décidément, sur ce terrain, fait du surplace et qu'il y a encore beaucoup de travail. Je vais vous donner un exemple, j'ai oublié sur là. Vous savez qu'au Canada, il y a des partis de communes, des partis, au Canada, partis provinciaux et partis nationaux. C'est-à-dire, ces communes, vous ne parlez que de la commune. Vous pouvez être dans le même parti de commune et être dans des partis différents au point de vue province. C'est comme ça. Par conséquent, ce qui renforce le système partisan, c'est la conviction, c'est le projet de société, la vision de la gestion de la société. C'est ça.
Tant qu'on n'a pas... on a fait un diagnostic, un mauvais diagnostic, en disant qu'il y a 200 et quelques partis, alors qu'il y en a peut-être une cinquantaine, réellement, étant donné que le ministère de la fonction de l'Intérieur n'a pas fait son travail. Sur la base de ce faux-là, on a établi un théorème. On a fait une démonstration tout en sachant que c'est faux. Et que dès le départ, avant de commencer quelque chose, on fait d'abord l'état des lieux. Pour savoir les raisons d'état des lieux. Et c'est ces raisons-là que l'on attaque. Si la raison, c'est seulement que le ministère de l'Intérieur ne fait pas son travail, alors on résout ce problème-là. Alors les intellectuels, une fois encore, interpellés. Ce sont eux qui tiennent les rapports, les établissent. Oui, ça dit que les gens ont déjà établi quelque chose en tête. Comme on fait d'ailleurs, quand on fait une thèse, c'est quoi? Vous savez où vous voulez aller, et puis vous cherchez les éléments qui vous permettent d'y aller. Ouais. Rarement, vous mettez des éléments qui vous permettent de ne pas y aller. Alors, en définitive, puisqu'il est question de faire du Bénin un pays où, quand même, la nation reste une réalité, sur quel levier on travaille. Vous savez, je suis pointillé sur les mots. La nation, c'est quoi? Vous pensez que c'est un rêve? Non, mais qu'est-ce qui caractérise la nation? Je ne vais pas dire la seule définition précise, contestable que je connais, c'est celle de Staline. Mais qu'est-ce que c'est la nation? Quand nous parlons de nation, nous disons quoi? Langue commune? Intérêt commun? C'est quoi? Qu'est-ce qui rassemble la nation? C'est le drapeau? C'est le territoire? C'est quoi la caractéristique d'une nation? Voyez-vous? Comme tout à l'heure, je vous ai posé la question, c'est quoi le développement? Le développement, c'est quoi? C'est les routes, là? C'est ça? Est-ce que c'est ça le développement? Pas du tout. Alors, donc, chaque fois que nous utilisons des termes de ce genre, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le contenu que nous y donnons. Notre déterminant, c'est l'intérêt général, comme dira l'autre. Oui. Et de ce point de vue? C'est quoi l'intérêt général? Moi, ma réflexion va très loin. C'est l'intérêt sur lequel on peut s'entendre, où tout le monde trouve ça part là-dedans. Ouais. C'est ça l'intérêt général. Du plus petit au plus grand, justement. Voilà, c'est ça. Et il y a d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts communs, mais qui peuvent induire des effets positifs sur les autres. Lorsque un grand Richard crée une usine ou une grande ferme, n'est-ce pas? Il recrute des gens, il travaille. N'est-ce pas? Lorsque vous avez un grand manière de la presse, il recrute des gens, il ne les paye pas à 25 000. Il ne les paye pas Alors, sur la question, quelle approche, pour conclure, le temps parti, sur la question, quelle approche, pour que ça ne vienne pas, comme l'a dit l'autre, nous emporter dans ces flots? Première approche, comment la population locale contrôle ses élus. Deuxième approche, quels sont les intérêts qu'ils estiment qu'on doit défendre. Troisième approche, quel est l'intérêt qui se prévient au niveau des départements et quel est ce qui va au niveau national. Je dis, la conférence nationale a dit qu'il doit avoir un niveau département. Ça n'a jamais été fait. Il doit y avoir des assemblées départementales. Je rappelle, par exemple, que la première loi électorale pour élire le président disait qu'il fallait avoir 50 élus par département pour cautionner la candidature. On a supprimé ça parce que ceux qui venaient d'arriver, ils venaient de l'extérieur. Donc il n'y avait pas ces structures. On a supprimé ça provisoirement, ça a été définitif. On vient de l'inventer en faisant autre chose. Voyez-vous, ces questions-là montrent que on n'a rien inventé. Merci à vous, Kines. Nathalie Kittim, ce sera aussi pour conclure. Non, moi je pense qu'il faut d'abord comprendre l'histoire du Bénin et savoir que le Bénin, c'est un territoire où vous avez plusieurs groupes ethniques. Donc on ne peut pas gérer le Bénin sans en tenir compte. Merci beaucoup à vous pour la disponibilité, Nathalie Kittim, à vous également, à Kines. Chers téléspectateurs, merci pour la complicité. Vous comprenez que non, en 45 minutes, ce n'est pas évident. On a essayé de jeter les idées, on reviendra en son temps pour ensemble essayer d'apporter ce qu'il faut pour que le vivre ensemble soit. Ces citations, enfin, de l'institutionnaliste Narcisse Tomiti, un peu de scrupule et le Bénin se portera mieux. À très bientôt. Merci. Pour le plateau. Au revoir.